Christine Renon. Sa lettre, c'était vraiment pour moi un cri d'alerte, et elle a vraiment repris ce que tous les directeurs ressentent. Pourquoi elle n'a pas pu en parler à ses proches, même à nous, ses collègues, parce qu'on est quand même assez unis au niveau des directeurs et des directrices de Pantin. Les directeurs sont seuls pour apprécier les situations, seuls pour traiter la situation, car les parents ne veulent pas des réponses différées. Tout se passe dans la violence de l'immédiateté. Je suis parent et donc effectivement quand j'ai lu ce courrier, cette partie elle m'a touchée parce que on faisait partie du problème. Si j'ai quelque chose en commun avec Christine Renon, c'est que j'ai le sentiment de partager ce que ce métier devrait être et ce que l'on est en train de nous priver, ou l'amputation que ça représente, qui a été si insupportable pour elle, mais qui est insupportable pour chacun d'entre nous en fait au quotidien. Directrice, c'est plein de choses à la fois. C'est pouvoir emmener une équipe justement vers des projets communs sur une école, ou en tous les cas, même si les projets ne sont pas forcément partagés, mais travailler ensemble, œuvrer ensemble pour les élèves. Donc, mais voilà, après directrice, c'est aussi plein d'autres choses, toute une partie administrative, toute une partie hygiène et sécurité, toute une partie comptable, et puis ces 1000 petits riens qui occupent bien une journée. Ça peut commencer par un enseignant absent dont il faut répartir la classe, répartir une classe de petite section, ça prend du temps. Ça peut être ça peut être de régler un problème de fuite dans les toilettes et téléphoner, c'est réussir à avoir le plus rapidement possible un interlocuteur pour régler ce problème en urgence. C'est un morceau de ciment dans la cour qui va partir. Ça va de ça à l'élève qui arrive, qui s'est blessé et qu'il faut soigner, qu'il faut prendre en charge, être sûr de prendre la bonne décision parce que voilà, il est tombé sur le visage, donc on est toujours beaucoup plus vigilant. Et tout ça, on arrive à la fin de la journée et finalement, si on fait la liste de ce qu'on a fait, on a fait des choses, on n'a pas arrêté, mais concrètement, sur mener des projets d'équipe, etc., ça, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Alors que le sens de notre métier, finalement, c'est la vie d'une école, au plus près d'une école. Ce qui lui plaisait, Christine, c'était de fabriquer des jeux pour aider les collègues, de monter des spectacles, fédérer une équipe. Ça, oui, ça l'intéressait. Mais toutes les activités qui prennent du temps et qui sont un peu vides, qui étaient en tous les cas vides de sens pour elle. Ce que disait Christine, et moi c'est ce qui me pèse énormément dans mes missions de directrice. C'est pourtant un métier que j'adore, mais je me sens, on est seul. On est seul face aux parents, on est seul face aux enseignants, on est seul face à l'institution. Et on a une quantité de responsabilités qui reposent que sur nos épaules, qui sont très très importantes, qui sont, je dirais, quasiment aussi importantes qu'un principal ou un proviseur dans le second degré, sauf que dans le second degré, vous avez une équipe, vous avez un proviseur adjoint, un principal adjoint, vous avez un intendant, un CPE. Nous, on est un peu toutes ces personnes-là en une seule personne. Et c'est vrai que parfois c'est très pesant. Clairement, là, à la sortie du confinement, ça a été, on aurait été deux, ça n'aurait pas été trop. Voilà. Et puis, comme disait Christine, et comme on le dit tous, on a quand même une charge administrative qui pourrait nous être enlevée avec une assistante de direction, une assistante administrative, comme on a eu quand il y avait encore les CUI, les contrats aidés. Ça a été supprimé. C'est insupportable que l'on fasse perdre son sens à un métier qui est
essentiel pour notre société. Et on a transformé les directeurs, qui étaient des animateurs pédagogiques, qui étaient justement capables d'aller chercher chacun sur ce terrain-là, d'aller bousculer chacun sur son terrain en disant allez, et ben on les a transformés en une espèce de comptables au quotidien, où on remplit des documents, où on fait des tableaux, et on refait des tableaux, et on refait des tableaux, et tous les 4 matins, il faut assumer une nouvelle réforme qui va générer de nouveau des tableaux, et que le directeur, il était important. Et c'est en cela que Christine Renon était probablement une formidable directrice, parce que je crois qu'on ne peut pas être directeur ou directrice sans être un passionné de pédagogie. Et elle était passionnée de pédagogie, et tout ce qu'on lui demandait au quotidien, c'était de faire autre chose. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable parce que du coup, elle s'est retrouvée comme chacun des directeurs écartelés, entre l'aspiration à vouloir continuer à porter un projet, et moi je l'ai vu vivre dans son école ce projet-là, elle le portait réellement, et en même temps tout ce qu'on lui demandait par ailleurs, et dans une espèce de relation qui est une relation qui devient délétère parce que en permanence ambivalente. On dit des choses d'un côté, on en dit d'autres de l'autre, et puis on demande de transmettre des choses qu'on ne porte pas et qu'on ne partage pas, et cette ambivalence fait que ça peut aller jusqu'à l'insupportable, et l'insupportable peut conduire à ces gestes-là. C'est fatigant, c'est épuisant. Alors épuisant, moi je me sens pas forcément épuisée. Alors il y a des périodes de l'année où forcément on l'est un peu plus. En fin de période, on est souvent un petit peu, on a les cernes en bas des joues. Et puis voilà, ce qui est épuisant, c'est parfois quand le sommeil est impacté. Et ça, c'est assez souvent. Parce qu'on peut avoir des choses qui nous réveillent ou qui nous empêchent de dormir. Ou quand on se réveille la nuit, qui nous empêchent de nous rendormir. Parce qu'on essaye de réfléchir déjà à tout ce qu'on doit faire. Donc, et puis des fois des situations un peu complexes. Qui vont nous impacter plus que d'autres, et sur lesquels on a besoin de prendre du recul, et on n'arrive pas forcément à en prendre. Et donc, pour reprendre certaines choses que disait Christine Renon, je pense que elle n'a plus su, elle n'est plus parvenue, avant de se suicider, à mettre la distance nécessaire par rapport à tout ça. J'ai l'impression que ça l'a complètement envahie, et qu'elle a plus pu faire autrement que d'aller vers cette fin tragique. J'ai eu des grands moments de solitude en tant que directrice, parce que on peut avoir des collègues vraiment solidaires, compréhensifs vis-à-vis de certaines situations, etc. Néanmoins, il y a des situations où le directeur est vraiment seul face à ses responsabilités, parce que c'est à lui, c'est sa responsabilité qui est engagée. Et c'est à lui qu'on réclame des comptes. Et il est responsable, y compris de situations sur lesquelles il n'a pas forcément le contrôle, on va dire, de certaines situations. C'est un métier qui est à la fois passionnant, vraiment. D'ailleurs, Christine le dit, elle dit qu'elle ne pensait pas que ce métier qu'elle avait tant aimé pourrait à ce point aussi la détruire. À aucun moment, l'institution se pose et dit allez, mettons les sujets sur la table, débattons-les. Enfin, est-ce que c'est un sentiment partagé? Est-ce que c'est... Mais remettons un peu l'ouvrage sur le métier, réfléchissons à ce que sera notre métier prospectivement demain. Chez nous, jamais on nous sollicite pour savoir où on en est de ce métier, qu'est-ce qui nous pose problème, et qu'est-ce qui ne nous pose pas problème aussi. Jamais on a ce débat-là, et voilà, on ne peut que s'en emparer à la base. Les relations avec nos hiérarchies sont compliquées, mais elles sont compliquées. Moi, je ne jette pas la pierre à nos inspecteurs, je le dis très tranquillement, parce qu'ils sont devenus des espèces de rouages d'une mécanique dans lequel ils sont en souffrance. C'est-à-dire que toute l'institution est en souffrance, parce qu'il y a plus...
on nous explique qu'on manque de créativité, mais il n'y a plus aucun espace de créativité. On ne peut plus prendre aucune initiative sans qu'on nous rappelle que c'est pas conforme à tel texte ou à tel autre qui des fois se contredisent. Quand on est face à des situations tout bêtes de choses contradictoires et qu'on met notre supérieur hiérarchique devant cette contradiction, si on le fait poliment, ça marche pas. Moi, les seuls moments où j'ai réussi à faire un tout petit peu bouger le public, même pour ma propre situation, c'est en défiant l'institution. C'est-à-dire qu'on nous amène à défier l'institution systématiquement, sans résultat réel, hein, mais au moins pour faire bouger des choses qui n'auraient pas besoin de ça. Et ça génère des rapports humains qui sont des rapports délétères. Le confinement n'a pas aidé. Nous, on s'est sentis vraiment lâchés sur le terrain. Il fallait qu'on se débrouille, quoi. Il fallait qu'on se débrouille pour organiser les circulations, pour réfléchir les groupes, pour réfléchir les aménagements de classe. Alors évidemment, on a été beaucoup aidé par la collectivité territoriale, hein, bien évidemment, mais ça a été un gros travail et qu'il a fallu remettre sur le bio 3-4 fois parce que les modalités changeaient et là moi je me suis sentie vraiment lâchée par l'institution. On a dû se débrouiller tout seul et puis pour peu que vous proposiez quelque chose qui n'allait pas dans ce que l'institution pensait qu'il fallait mettre en place, ça a parfois été compliqué pour certains d'entre nous. Au mois de juin, j'ai été arrêtée pendant un mois suite du déconfinement parce que là c'était plus possible, quoi, j'en pouvais plus. Il y avait trop de choses à gérer et trop dans des délais très courts avec une grosse pression de l'institution. Il fallait aussi gérer mes enseignants, pouvoir les convaincre de revenir travailler, de leur expliquer toutes les mesures sanitaires qu'il allait être prises parce qu'il y avait aussi toujours la crainte de pouvoir attraper ce virus. Gérer aussi les parents qui avaient évidemment besoin de reprendre le chemin du travail, mais avec les normes qu'on avait d'accueil, il a fallu faire des choix. Et c'est ça qui a été extrêmement, je pense pour moi, un peu le déclencheur, c'est que on m'a demandé de faire des choix et moi, l'institution clairement me demandait de faire des choix et moi je me suis dit mais je suis qui pour choisir entre tel parent, tel enfant ou tel enfant. Enfin, je me sentais absolument pas habilitée à le faire et de quel droit. Donc voilà, ça a monté et puis il est arrivé un moment où c'est le corps qui parle et puis là vous vous arrêtez parce que sinon après c'est l'HP, enfin voilà, c'est l'internement ou c'est les médicaments et là voilà, j'ai su quand même être à l'écoute de mon corps et le médecin m'a arrêté, quoi, clairement parce que sinon j'allais y laisser ma santé. Si vous allez mal, déjà on n'a pas de médecine du travail, donc ça c'est quand même quelque chose qui est scandaleux parce que c'est quand même une grosse institution. Alors on a des ressources humaines, hein, bien évidemment, mais c'est pas dans on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à aller appeler l'inspecteur RH pour lui dire qu'on va pas bien. Enfin, en fait on est quand même assez seul. Passé avec la mort de Christine Renon, et j'ai l'impression que ça s'est empiré lors du confinement et personne a pris l'ampleur en fait de ce qui se passait, quoi. Que ça soit l'inspection, que ça soit la mairie et nous parents. L'école ne pouvait pas accueillir tous les élèves et donc il fallait choisir. Alors effectivement l'inspection et la mairie avaient donné des critères. Il fallait en donner, de toute façon c'était normal qu'il fallait en donner, mais en fait on demandait à la directrice et à l'équipe pédagogique de faire cette sélection d'élèves. Moi j'échangeais toutes les semaines avec la directrice lors du confinement et du déconfinement, on faisait un point régulier et ce moment-là j'ai senti une souffrance parce qu'il fallait choisir des élèves. Alors, en plus des directives qui changeaient non-stop et du protocole sanitaire qui changeait constamment. En plus, là,
on leur demandait de choisir les élèves qui devaient revenir à l'école. Et j'ai trouvé ça terrible, d'une violence terrible, parce que comment demander à des enseignants qui sont là pour enseigner, pour accompagner leurs élèves, de devoir dire toi tu vas pas revenir et surtout que les parents ne comprenaient pas pourquoi certains élèves n'avaient pas le droit de revenir et tout ça. C'était très, très dur. Et donc là, effectivement, il y a une tension énorme entre les différents acteurs. La mairie qui était oppressée par les directives où le gouvernement les laissait seuls. L'inspection qui n'était pas vraiment présente, l'équipe pédagogique et la directrice qui devait répondre au plus vite parce que les directives souvent sortaient le jeudi et pour faire la rentrée, une nouvelle organisation le lundi. Et nous parents qui étaient là à demander oui mais comment on fait et c'est vrai qu'on avait souvent la réponse que le samedi soir ou le dimanche. Donc effectivement pour nous c'était juste atroce pour l'organisation par rapport au travail et tout ça, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Et donc effectivement ça a été une pression telle et énorme. Il n'y a pas d'éducation sans émancipation. L'émancipation, ça ne s'arrête pas à la transmission du savoir. Le reste, c'est la capacité à amener chaque enfant, quel que soit son parcours, quel que soit son milieu culturel, quelles que soient ses propres aspirations, à pouvoir se construire et donc se construire en capacité de pouvoir faire des choix. Ce que ce métier devrait être, c'est ça. Ce qu'il est ce qui n'est plus ou ce qu'on tend à retirer, c'est cette dimension-là. C'est-à-dire que on est en train de normer ce métier et de le normer par des affirmations péremptoires sur le fait que l'éducation, éduquer, c'est d'abord transmettre du savoir. Si enseigner, c'est s'adapter à chaque enfant, alors je n'ai pas besoin d'instructions contradictoires tous les 4 matins me demandant de changer de priorité, de faire autrement, de changer de méthode. Laissez-nous juste faire notre métier, et notre métier, c'est de construire notre propre méthode. C'est pour ça que sa lettre nous fait écho, parce que tout ce qu'elle décrit, même si ce n'est pas sur les mêmes faits, on a tous vécu les mêmes choses. C'est-à-dire ces espèces d'injonctions paradoxales permanentes, faites blanc, ah non, faites noir, au bout d'un moment, faites comme vous voulez, ah non, faites surtout pas comme vous voulez, c'est insupportable ça. Moi je le vis très mal parce que c'est pas pour moi en fait. J'ai encore la capacité à pouvoir passer dessus, mais je trouve ça insupportable pour mes élèves en fait. Je trouve que c'est incroyablement méprisant en fait pour mes élèves, pour leur famille. On les prive d'une partie de ce que l'école devrait pouvoir leur apporter. Et dans le contexte et dans le milieu dans lequel je travaille, mais si on les prive de ça, on les prive de l'essentiel de ce que l'école devrait leur apporter, que malheureusement leurs conditions sociales, la vie, leurs conditions de vie, la condition de vie de leurs parents ne leur apportent pas. Moi j'ai un quart de ma classe qui vit en hôtel social quand même. Et ils ont des parents formidables, hein. Mais moi je dis tranquillement, je leur arriverai pas à la cheville si je vivais dans les mêmes conditions qu'eux, comme père. Et je me dis mince quoi, on a une responsabilité à les aider, ces gens-là, à permettre ils se débattent dans ces conditions-là, ils sont des parents formidables dans ces conditions-là. Punaise, mais qu'on nous laisse jouer ce rôle, qu'on les aide à faire grandir leurs enfants, à leur faire franchir, pour leur permettre demain de trouver le chemin de leur bonheur. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'était le cas avant, mais je trouve qu'il y a un non-respect
du travail des enseignants et des directeurs de la part de leur hiérarchie et du gouvernement. C'est juste là ce qui se passe, c'est que effectivement c'est que des pions et ils sont là pour enseigner et garder nos enfants, mais en fait le gouvernement ne prend pas en compte qu'en fait il y a tout un travail en amont, une réflexion, un accompagnement. Quand ils font les classes, ils regardent, surtout quand on vient en REP, ils regardent qu'il y ait une mixité sociale, une mixité de niveau et tout ça. Et quand on voit après une semaine de rentrée qu'ils ferment des classes et qu'ils réorganisent tout, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris en compte que les enseignants, ils ont travaillé avant, ils ont eu une réflexion, et c'est juste aberrant. Et là, dans notre cas, dans l'école de Sadi Carnot, ce sont 2 enseignants stagiaires qui sont partis, on les a remis dans d'autres écoles. C'est un non-respect, c'est dingue quoi. Et voilà, c'est un an après la mort de Christine Renon, voilà ce qui se passe encore. Et elle le nomme ça aussi dans sa lettre de fermeture de classe éventuelle, de restructuration à quelques jours. Voilà, et ça se reproduit encore et encore, mais c'est juste dingue. Donc effectivement, heureusement que les directeurs, que les enseignants aiment nos enfants, aiment enseigner, parce que je pense que si ils aimaient pas ça, je pense que autant pas faire ce métier quoi. Mon bonheur, c'est quand j'arrive dans ma classe. Ou plus exactement, le bonheur, c'est quand ils arrivent dans ma classe. Là, il y a un truc. Je dis pas que c'est marrant tous les jours. Je dis pas qu'il y a des jours où je sors pas de ma classe. Ils m'ont épuisé aujourd'hui. Mais c'est mon boulot d'être épuisé. Enfin, c'est presque l'heure de m'épuiser. Mais mon bonheur, c'est celui-là. Je ne sais pas si son geste est militant, mais le courrier qu'elle a laissé l'est. Elle a choisi d'écrire un courrier au directeur, à l'inspecteur, au syndicat. Si on s'en tient au courrier qu'elle a écrit, bien sûr que c'est un geste militant. Son courrier, en tous les cas, est un geste militant. L'acte qu'elle a commis, c'est pas une fuite, c'est vraiment je veux montrer ce que nous vivons au quotidien et c'est un acte militant pour moi. C'est vraiment quelque chose, enfin je pense, hein, après je le saurai jamais parce que voilà, on n'a pas pu lui poser la question, mais oui, c'est un acte militant. Clairement, la façon dont elle l'a organisé, dont elle l'a pensé, elle nous a passé le relais. Il y a une espèce on a une mission. Pour moi, elle nous confie une mission de continuer son combat qu'elle a mené malheureusement jusqu'au bout, mais de le mener, nous qui restons vivants, de pouvoir le mener haut et fort.